Bonsoir à tous et bienvenue sur cette nouvelle webconférence des nouvelles thérapies du myélome multiple, les carticelles et les bispécifiques. Vous commencez à être habitués, mais je ne le répéterai jamais assez. N'hésitez pas à nous faire un petit bonsoir et à nous dire d'où vous nous écrivez. Vous pourrez également noter vos questions. N'oubliez pas que les questions seront potentiellement généralisées. Nos professeurs qui sont avec nous ce soir n'ont pas vos dossiers médicaux et ne peuvent pas se prononcer donc sans. Voilà. Et je laisse tout de suite la parole à notre modératrice du jour, qui est Sophie Delmer. Bonsoir à toutes et à tous et heureuse de vous retrouver ici ce soir avec nos chers professeurs. Donc, honneur aux dames, le professeur Karine Tarte, à qui je passerai la parole après, qui va se présenter. Nous attendons le professeur Olivier Decaux de Rennes, qui ne va sûrement pas tarder, et le professeur Touzeau, qui est donc hématologue au CHU de Nantes. Donc ce soir, c'est moi qui serai la modératrice de cette webconférence. J'habite dans les Ardennes, je suis tutrice du MOOC Myélonette et j'ai un myélome multiple aussi. Voilà, donc ça c'est pour les présentations. Je vais passer donc la parole au professeur Tarte. Bonsoir à tous. Donc, effectivement, je m'appelle Karine Tarte, je suis immunologiste à Rennes, au CHU de Rennes, avec Olivier. Et moi, j'ai une expertise dans l'étude du micro-environnement dans les tumeurs hématologiques, dont les lymphomes et les myélomes, et donc la façon dont on est capable de réactiver ce micro-environnement dans des stratégies thérapeutiques. Merci. Professeur Touzeau, à vous. Bonsoir à tous, très heureux d'être à nouveau avec vous ce soir. Donc moi je suis hématologue au CHU de Nantes et je m'occupe plus particulièrement des patients atteints de myélome multiple. Merci. Et Audrey, est-ce que le professeur Decaux est arrivé? Non, pas encore. Enfin, du moins, je le vois pas dans la liste et ni dans mes mails, si jamais. Mais je pense que il ne devrait pas tarder. En attendant, je fais un petit point Myélonette. Peut-être que ça le fera arriver. Donc, pour ceux qui ne le connaissent toujours pas, nous avons la plateforme Myélonette, qui est un site de référence là où vous pouvez trouver bah, plein de renseignements divers et variés sur le myélome. C'est très très simple pour ceux qui n'y sont toujours pas. Il vous suffit d'un compte sur l'af3m.org. C'est entièrement gratuit. La plateforme est disponible 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Donc, vous vous inscrivez la toute première fois. La seule chose qu'on vous demande, c'est un identifiant qui idéalement doit être un surnom, pas votre adresse mail, ni votre numéro de téléphone ou votre numéro de sécurité sociale, puisque des fois j'ai des petits identifiants un peu étranges, donc vraiment un petit surnom qu'on vous donne et votre qualité, donc si vous êtes patient, proche aidant ou professionnel. Et vous arriverez donc sur cette page-ci et vous pourrez aller dans... En fait, c'est sous forme de cours et vous pouvez participer aux cours que vous désirez, tout simplement. Donc, comme je disais, la plateforme est ouverte 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Vous pouvez poser des questions parce que il y a des tuteurs qui sont présents. Alors là, jusqu'à fin juin, il y a des tuteurs. Pendant les grandes vacances, il n'y en aura pas, mais vos commentaires seront quand même vus et on verra. Donc aujourd'hui, il y a plus de 600 inscrits sur le MOOC et 300, plus de 330 commentaires. Donc n'hésitez vraiment pas à participer. Voilà, et on a le professeur Decaux qui nous a rejoint. Comme quoi, j'ai Bonsoir. dit, Myélonette le fera apparaître. Bonsoir, désolé du retard. Avec plaisir. Sophie? Ah, je crois que j'ai perdu Sophie. Ce que je vous propose, c'est de passer à la suite, donc au traitement innovant du myélome multiple. Je ne sais pas qui veut prendre la parole de vous trois.
ou si le professeur Decaux, vous voulez peut-être vous présenter comme vos frères ont pu le faire juste avant. Ouais, j'espère que vous m'entendez bien. Donc bonsoir, encore une fois désolé du retard. Je suis donc Olivier Decaux, je travaille en hématologie clinique au CHU de Rennes et j'ai la particularité d'être interniste au départ, donc je c'est de la médecine interne avant de m'occuper d'hématologie et voilà, je suis membre de l'IFM et à l'IFM pour compléter ma présentation, je suis responsable de ce qu'on appelle la commission formation. Donc on organise des journées de formation pour nos collègues des centres IFM, pour les tenir au courant notamment des nouveautés présentées dans les congrès et Cyril participe très régulièrement en tant qu'orateur pour nous parler de ces nouveautés. Voilà. Et je ne sais pas où je peux enchaîner pour faire une introduction. Donc aujourd'hui, on va surtout parler des nouvelles immunothérapies, que sont les CAR-T-cell et les anticorps bispécifiques. Donc c'est des traitements qu'aujourd'hui on utilise en routine en rechute qu'on appelle avancée, c'est-à-dire chez les patients qui ont reçu tous les traitements classiques du myélome. On pourra parler tout à l'heure, dans les échanges des essais, et Cyril en parlera mieux que moi, qui testent ces molécules en première ligne, puisque c'est, des molécules très efficaces en rechute, qu'aujourd'hui on peut utiliser encore une fois en routine et on a ce qu'on appelle l'autorisation de mise sur le marché, donc le remboursement de ces traitements chez les patients qui ont reçu les traitements habituels du myélome. Mais on teste actuellement dans des protocoles de recherche leur utilisation en première ligne parce que c'est des traitements tellement efficaces qu'on espère que les associer en première ligne avec d'autres traitements, ça permettra d'obtenir des réponses très profondes et prolongées. Ce qui est l'objectif vraiment des traitements de première ligne, c'est d'éteindre complètement la maladie sur le long terme, même si pour l'instant on n'a pas encore l'autorisation de les utiliser hors essais thérapeutiques. Et peut-être, Audrey, si vous êtes d'accord, on peut, comme on va parler de ces 2 types de traitements, on peut peut-être demander à Karine de les présenter, sur le côté physiopathologique, fonctionnement de ces traitements-là? Bien sûr. Très bien. Je crois qu'on a une slide non, de support quelque part. C'est Voilà. celle-ci. Oui, par exemple. Donc, en tout cas, ce qui est important de bien rappeler, c'est que finalement, ces stratégies thérapeutiques, elles vont utiliser votre propre système immunitaire pour détruire les cellules cancéreuses. Et donc, grâce à ça, on va être capable d'avoir une efficacité supérieure à ce qu'elle peut être avec d'autres stratégies chez certains types de patients. Donc, sur ce schéma, on a un peu l'ensemble des cibles thérapeutiques qui sont portées par les cellules tumorales, qui sont donc des plasmocytes, et des cibles comme BCMA, par exemple, qui sont des cibles qui s'expriment à la membrane et que l'on va donc pouvoir cibler soit avec des anticorps, soit avec des cellules CAR-T. La différence entre les anticorps bispécifiques et les cellules CAR-T-cell, c'est que les CAR-T-cells, ce sont des cellules qui sont produites à partir de vos propres cellules présentes dans votre sang. Dans votre sang, les cellules n'ont pas été rendues fatiguées, on dit exhaustides, fatiguées par le contact avec la tumeur, comme les cellules qui sont présentes dans les tissus. Et ces cellules, elles vont donc ne pas être fatiguées, mais par contre, elles ne sont pas spécifiques de... bon, c'est pas grave, elles ne sont pas spécifiques de la tumeur. Et donc, on va leur faire exprimer le CAR, qui est un récepteur chimère qui va reconnaître la tumeur et être capable également d'activer les cellules T qui reconnaissent cette tumeur. Ça, c'est le principe des CAR T-cells. On prend donc vos cellules dans votre sang, on les modifie et on vous les réinjecte et elles deviennent alors capables de migrer vers la tumeur, de la reconnaître et de la détruire. Une autre alternative thérapeutique, c'est d'essayer quand même d'utiliser les cellules qui sont présentes au sein des tumeurs, les cellules T qui sont présentes au sein des tumeurs, mais encore une fois, celles qui ne sont pas nécessairement spécifiques de votre tumeur, puisque celles-là, elles ont été rendues fatiguées, exhaustides. Et donc, on va utiliser un anticorps bispécifique. Donc, bispécifique, il a donc 2 parties. D'un côté, il reconnaît la tumeur, par exemple BCMA à la surface, et de l'autre, il reconnaît les lymphocytes T. Et il va forcer la tumeur et des cellules T non spécifiques de cette tumeur à se rapprocher. Ça va activer les lymphocytes T et ils vont détruire la tumeur. Donc, dans un cas, on utilise les lymphocytes T circulants, on les rend spécifiques de la tumeur. Dans l'autre cas, on utilise les lymphocytes T présents dans la tumeur et on les rapproche des cellules tumorales par un anticorps bispécifique, ce qui les active. Et donc, la cible la plus utilisée aujourd'hui, parce qu'historiquement, c'était la première, c'est la molécule BCMA,
qui est un récepteur pour un facteur de croissance et qui est présent sur les cellules tumorales et qu'on peut cibler avec l'une ou l'autre de ces stratégies thérapeutiques. Mais aujourd'hui, on sait qu'on a d'autres molécules cibles tout à fait pertinentes, comme GPRC5D ou d'autres, qu'on va cibler avec ces stratégies thérapeutiques et qui permettent d'avoir accès à d'autres cibles tumorales. Enfin, il ne faut quand même pas oublier que quand on parle d'immunothérapie, on parle aussi de stratégies beaucoup plus classiques que vous connaissez tous, qui sont des anticorps tout à fait classiques, comme les anti-CD38, comme le daratumumab par exemple, où là, on a juste un anticorps qui se fixe sur la tumeur et qui utilise les cellules de l'immunité innée en particulier, présentes localement, pour reconnaître cette tumeur et la détruire. Donc les deux nouvelles stratégies, c'est les CAR-T et les bispécifiques, mais les anticorps thérapeutiques, ce sont également des immunothérapies qui utilisent les cellules du patient pour être efficaces. Donc ça fait finalement longtemps qu'on fait de l'immunothérapie dans le myélome multiple, même s'il y a une accélération plus récente avec les CAR-T-cells et les bispécifiques. Voilà ce que je voulais dire en première intention. D'accord, professeur Tard. Donc, tous ces médicaments, comme les bispécifiques et les CAR-T, sont aujourd'hui sur le marché et disponibles pour les patients. Sous quelles conditions? Olivier, je ne sais pas si tu veux répondre sur les types de patients à qui ça s'adresse. Peut-être c'est ça la Ouais, question. oui. Ouais, globalement, on a donc l'autorisation de mise sur le marché avec une indication qui est chez les patients qui ont déjà reçu 3 traitements. Alors, c'est pas 3 lignes de traitement écrites dans le libellé, c'est 3 traitements. Donc, idéalement, il faut que les patients aient déjà reçu un inhibiteur du protéasome, donc c'est la famille du Velcade, bortezomib et carfilzomib. Un immunomodulateur, c'est la famille du Revlimid et du pomalidomide, et puis un anticorps anti-CD38. Donc en fait, pendant un moment, on se disait c'est forcément après 3 lignes de traitement. Maintenant, de plus en plus, on arrive à les prescrire chez les patients qui ont reçu ces 3 types de traitements dès la deuxième rechute, donc dès la 3e ligne. Mais globalement, après, c'est voilà, l'AMM, elle est assez large. Par contre, comme je le disais tout à l'heure, aujourd'hui, ces traitements ne sont accessibles que chez les patients qui ont reçu les traitements habituels du myélome, qui restent des très bons traitements, hein. Karine a parlé des anticorps anti-CD38. L'arrivée des anticorps anti-CD38 en première ligne a été vraiment une révolution et on le voit dans les études de vie réelle, l'impact très positif qu'a eu ce traitement-là, ces 2 traitements, hein, le dara et puis maintenant l'isatuximab, dans la réponse au traitement, la durée de réponse. Donc ça reste des traitements très efficaces, et même si on parle de traitements innovants avec les CAR-T et les bispécifiques, il ne faut pas oublier qu'on a fait beaucoup de progrès. Moi, j'ai commencé à m'occuper de myélome au siècle dernier, en 96. À l'époque, on n'avait pas les traitements dont je viens de parler, Velcade, carfilzomib, anticorps anti-CD38, IMID. Et donc, il ne faut pas oublier que ces traitements-là sont très efficaces. Donc, il faut aujourd'hui, pour qu'on puisse prescrire ces stratégies innovantes dont on parle, que les patients aient reçu les 3 grandes stratégies thérapeutiques, les 3 grandes familles de traitements que j'ai citées, qui sont des bons traitements. Et après, on est assez libre. Alors, ça va dépendre un peu du centre, parce que tous les centres ne peuvent pas faire des CAR-T-cells, et même au sein des centres qui font des CAR-T-cells, les CAR-T-cells, c'est une stratégie qui est compliquée à mettre en place. Il faut travailler avec l'établissement français du sang pour recueillir les cellules. On pourra repréciser un peu comment ça se passe, les CAR-T-cells. Il faut des places pour hospitaliser les patients pendant 3 semaines environ. Et puis après, ces stratégies thérapeutiques, elles ont des effets secondaires. On va les détailler lors de cette visio, je pense. Et donc, même si on a théoriquement l'indication, il faut qu'on regarde si le contexte du patient permet d'envisager ce traitement-là. Chez certains patients très fragiles, je ne parle pas que d'âge, mais aussi de ce qu'on appelle les comorbidités, c'est-à-dire les maladies associées. Un patient qui a une hypertension, du diabète, des antécédents d'infarctus, des antécédents d'accidents vasculaires cérébraux, ne va pas être aussi en forme pour recevoir ces traitements-là, et on peut parfois, alors qu'il y a l'indication théorique parce que le patient a déjà reçu tous les traitements habituels du myélome, on peut dans certains cas considérer que c'est trop risqué. Et quand on prescrit un traitement, quel qu'il soit, on est toujours censé évaluer la balance bénéfice-risque, c'est-à-dire le bénéfice du traitement attendu versus les risques d'un traitement. Et donc, dans certains cas, même si le patient a déjà reçu beaucoup de lignes de traitement et qu'on est dans l'indication théorique des CAR-T-cells ou des anticorps bispécifiques, on peut être amené
à ne pas prescrire ces traitements-là, vu la situation du patient. Alors ça peut être sur, encore une fois, le terrain, ça peut être sur les caractéristiques de la maladie aussi, hein. Dans certains cas, le myélome est très, très évolutif et on sait que dans certaines circonstances, les chances de réussite de ces traitements sont moins importantes. Donc on est, voilà, l'AMM elle est ce qu'elle est et après nous on s'adapte évidemment à la situation de chaque patient et chaque patient est différent, donc on a vraiment une décision de prise en charge qui dépend, de la situation du patient, de ses antécédents, de la tolérance qu'il a eu des traitements d'avant et de la situation de la maladie. D'accord. Donc, je vous laisse vous continuer, professeur Decaux, sur les stratégies innovantes, les CAR-T. Ouais, ou je peux vas-y Cyril, hein, si tu pour qu'on alterne les temps de parole. Ben, non, peut-être on peut parler de l'un puis de l'autre. C'est vrai qu'on a depuis 3 ans à peu près, 3-4 ans, ces 2 groupes de nouveaux traitements, de nouvelles immunothérapies qui ont beaucoup changé nos pratiques et qu'on utilise beaucoup plus tôt. En 2-3 ans, on les proposait au départ dans le cadre d'essais cliniques à des patients en échec de beaucoup de nos traitements classiques et maintenant, on peut les proposer plus tôt et c'est plus efficace de le faire comme ça. Et donc, je peux peut-être commencer à détailler un peu comment se passe un traitement par CAR T-cell. Donc, comme le disait Olivier, voilà, c'est devenu du quotidien dans beaucoup de centres en France. Et donc, la première étape, c'est ce qu'on appelle l'aphéret, c'est le prélèvement sanguin qu'on voit sur la diapositive. Pour ceux qui ont eu une autogreffe, c'est un peu le même principe, sauf que ça se passe souvent à l'établissement français du sang. Au lieu de récupérer les cellules souches, là, on va récupérer les lymphocytes T, qui sont les principaux lymphocytes qui circulent dans le sang. Et ces lymphocytes vont partir dans un laboratoire pour être transformés en CAR-T, c'est-à-dire que le lymphocyte va exprimer, parce qu'on va lui transmettre en quelque sorte un gène qui va coder pour un récepteur qui va reconnaître les cellules du myélome. On transforme en quelque sorte le lymphocyte T classique du patient en un globule reconnaissant spécifiquement les cellules du myélome. Actuellement, le délai de fabrication entre le moment où on récupère le lymphocyte chez le patient à l'établissement français du sang et puis la poche de médicaments CAR-T qui arrivent, on est entre 6 semaines et 8 semaines. Le plus souvent, pendant cette période, on fait un traitement qu'on dit d'attente. Soit on poursuit le traitement en cours, souvent on change pour un traitement, si possible, plus efficace. On aime bien qu'au moment où le patient arrive pour l'hospitalisation pour les CAR T-cells, que la maladie soit au moins contrôlée, si possible en baisse, en voie de diminution. Les résultats sont meilleurs quand le rapport entre les soldats anti-myélome qu'on va réinjecter et la quantité de maladie est en faveur des soldats. C'est un peu simpliste, mais les données maintenant de vie réelle et même d'essais cliniques montrent un petit peu ça quand même. Donc le plus souvent, on va faire un espèce de traitement d'attente pour essayer d'être au moment du traitement par CAR-T dans la meilleure situation de maladie contrôlée. Ensuite, donc il y a une première étape qu'on appelle une chimiothérapie de lymphodéplétion. Donc, c'est 3 jours de chimiothérapie avec 2 produits, fludarabine endoxan. En pratique, ça n'a rien à voir avec la chimiothérapie de l'autogreffe. La tolérance est bien meilleure, heureusement. Dans 95% des cas, il n'y a pas de chute de cheveux, peu, voire pas de nausée. Ce n'est pas une chimiothérapie qui a pour but de neutraliser la maladie, mais de neutraliser transitoirement les lymphocytes T normaux du patient pour que les CAR-T soient un peu en première ligne pour faire leur boulot de destruction des cellules du myélome. Donc, 3 jours d'une chimiothérapie que le plus souvent on fait en hôpital de jour, parfois dans le centre habituel du patient. Si le centre habituel du patient ne fait pas de CAR-T, nous, souvent, à Nantes, par exemple, parfois ces 3 jours de chimiothérapie peuvent être faits à Saint-Nazaire, à La Roche-sur-Yon, pour ceux qui connaissent un peu la géographie de l'Ouest, et on ne prend en charge les patients qu'au moment de la réinjection des CAR-T. Cette réinjection se fait au cours d'une hospitalisation qui dure 7 à 10 jours et qui a pour principale fonction de surveiller les patients après la réinjection. L'effet secondaire principal qu'on observe, c'est une sorte de syndrome grippal qu'on appelle un peu pompeusement syndrome de relargage des cytokines. En fait,
combat immunitaire entre les lymphocytes T et le myélome entraîne des destructions cellulaires, le recrutement de cellules de l'inflammation, la libération de certains médiateurs de l'inflammation qui provoquent une sorte de réaction grippale, exactement comme quand on a un virus et que le corps réagit en quelque sorte. Et donc, voilà, 9 fois sur 10, c'est d'une fièvre, parfois 39, parfois on peut être un petit peu KO à cause de cette fièvre. On a des traitements pour neutraliser cette fièvre, ça va du Doliprane à certains traitements d'anticorps pour neutraliser plus efficacement la fièvre. 9 fois sur 10, l'effet secondaire, c'est ça, et ça s'arrête à ça. Plus rarement, je dirais 1 fois sur 10, cet emballement inflammatoire peut prendre des proportions plus importantes, avec parfois besoin d'oxygène, parfois la tension qui baisse et avoir besoin d'une surveillance plus rapprochée, parfois en service de soins continus de réanimation. C'est vraiment rare avec le CAR-T qu'on a actuellement à disposition des patients, mais ça peut arriver. Et je reviens à ce que je disais tout à l'heure, souvent ces réactions d'orage inflammatoire importantes sont plus fréquentes lorsque justement la maladie est très présente au moment de la réinjection des CAR-T. Donc ça fait partie aussi c'est pour ça qu'on essaie d'avoir au moment de la réinjection une maladie au moins contrôlée par le traitement pré-CAR-T. Et donc, voilà, donc il y a cette semaine, souvent la fièvre qui survient un peu le jour même de la réinjection très souvent. Et puis au bout de 48-72 heures, il n'y a plus de fièvre. Parfois, les globules sont un petit peu bas à cause de 3 jours de chimiothérapie, mais globalement, ça se passe bien. Les patients sortent et ensuite sont surveillés. Et ça, moi, c'est ce qui m'a le plus marqué au cours de ces dernières années, c'est la qualité de vie des patients surveillés après CAR-T, c'est-à-dire qu'au bout de 3-4 semaines, les patients ont retrouvé une forme normale. Et on surveille les patients tous les 3-4 mois, avec donc une consultation tous les 3-4 mois, une prise de sang avant simple comme on fait d'habitude, les globules, la fonction du rein, le calcium, l'électrophorèse, éventuellement les chaînes légères. Et donc, c'est vraiment le retour à une qualité de vie bonne, ce qui est difficile quand on a des traitements hebdomadaires en hôpital de jour, etc. Et alors, les questions de défi de vide, c'est difficile, mais j'ai repéré quelques questions. Quelles sont les chances d'efficacité? Alors, quand on fait les CAR-T maintenant chez des patients dont la maladie a rechuté 2 fois, 2-3 fois, le taux de réponse, pardon, parce que c'est toujours un peu des statistiques, c'est toujours difficile, mais c'est en gros de l'ordre de 70% de taux de réponse, c'est-à-dire la maladie divisée au moins par 2 chez plus de 7 patients sur 10. Et la durée moyenne d'efficacité, c'est entre 1 et 2 ans. Donc, c'est à nouveau, c'est vrai que les CAR-T sont une grande innovation thérapeutique. Il ne faut pas qu'on le présente comme le traitement miraculeux qui guérit, etc. Mais on peut espérer quand même avoir une rémission et un myélome en dessous des radars, si je puis dire, et silencieux pendant 1 à 2 ans. C'est une moyenne, ça peut être plus, ça peut être moins, évidemment, mais voilà, c'est les résultats qu'on attend avec ces CAR-T. Et au-delà de la semaine d'hospitalisation et de ce syndrome grippal, les suites sont vraiment simples. On a très peu de complications infectieuses au décours de l'hospitalisation, alors qu'on en voit un peu plus de ces complications infectieuses avec les anticorps bispécifiques. Donc, vraiment, c'est vrai que c'est un traitement qu'on prescrit dès qu'on le peut, dès qu'on est dans les clous de l'autorisation de mise sur le marché, de la prescription de ces CAR-T. C'est un traitement qui est, dans la grande majorité des cas, fait en sécurité et avec une très bonne qualité de vie au décours. Pour terminer en tout cas cette partie, ce long discours sur les CAR-T, c'est à qui on aurait plus de difficultés à proposer un traitement par CAR-T. Donc, évidemment, il y a un élément important, c'est la fonction rénale. C'est vrai qu'un patient avec une insuffisance rénale importante, alors on peut contourner un peu les choses, mais ça complique la chimiothérapie de lymphodéplétion, là notamment la fludarabine. Donc on fait attention avec les patients avec insuffisance rénale. Un patient qui aurait une maladie très agressive qu'on ne pourrait pas contrôler les 6 à 8 semaines avant le traitement par CAR-T, je pense qu'il vaut mieux proposer un traitement par anticorps bispécifique.
Donc ça, c'est un élément important, enfin, à discuter bien sûr au cas par cas, mais et puis évidemment, un patient très très âgé avec des troubles cognitifs ou des antécédents importants cardiologiques ou autres qui feraient craindre une mauvaise tolérance de l'orage inflammatoire qui peut parfois secouer un petit peu. Ce sont des éléments qui peuvent se dire parfois attention, les quartiers peuvent secouer, on a peur de prendre des risques importants. En dehors de ces cas de figure, c'est maintenant un traitement qui est prescrit assez largement et je pense qu'en France, sur les données, vous savez, pour l'instant, les données étaient enregistrées dans un registre qui s'appelle Descartes. Il y a plus de 1000 patients qui ont aujourd'hui reçu un CAR-T Abecma en France pour le traitement d'un myélome multiple en rechute. Donc, c'est quand même beaucoup, beaucoup de patients qui ont pu bénéficier de ce traitement. Moi, je voudrais juste peut-être revenir, parce qu'il y a plusieurs questions sur les aspects production, coût, localisation des producteurs, etc. Donc, ce qu'il faut bien voir, hein, c'est un peu un dogme différent, mais les CAR-T-cells, ce sont des médicaments au sens réglementaire. C'est-à-dire que c'est exactement pareil au niveau réglementaire que si vous achetez un comprimé ou d'un quelconque médicament. Donc en fait, ils sont vraiment produits, même si chaque patient a une production propre de son médicament, la réglementation, c'est la même que pour n'importe quel autre médicament, ce qu'on appelle les médicaments de thérapie innovantes ou des produits de thérapie cellulaire. Donc du coup, les industriels, ils produisent ces médicaments dans leurs usines, qu'elles soient d'ailleurs pas toutes aux États-Unis, hein, contrairement à ce qu'on peut penser, mais dans leurs usines à eux, là où elles sont implantées. La vraie question aujourd'hui, c'est plus de savoir si en France ou en Europe, on a envie de produire de nouvelles générations de ces médicaments et qui va le faire. Mais en fait, il n'y a pas de différence d'un point de vue réglementaire, à part que c'est plus compliqué à produire, entre les CAR-T-cells et d'autres médicaments. C'est pour ça qu'il y a besoin d'autant d'infrastructures de production. C'est des choses qui sont extrêmement contrôlées. Et donc, ça a un coût qui est élevé puisque un patient, on produit un médicament pour un malade. Et ça, il est possible qu'à l'avenir, les choses évoluent, soit parce qu'on aura des quartiers qu'on pourra produire de façon allogénique, donc avec des quartiers un peu différents, on aura produit chez quelqu'un pour les utiliser chez quelqu'un d'autre, soit parce que finalement, on aura de nouvelles stratégies thérapeutiques qui seront utilisables chez beaucoup plus de malades. Mais il y a un coût bloqué à ça qui est une production pour un malade dans des structures de thérapie cellulaire tout à fait particulières. Merci beaucoup, professeur Tard, professeur Touzeau. Donc, tous ces nouveaux médicaments, ces nouvelles thérapies concernant le myélome, on peut les donner dans n'importe quel ordre, c'est-à-dire on peut commencer par les CAR-T, puis les bispécifiques ou l'inverse. Alors, on n'a pas encore de données très fiables pour dire ça, mais un des inconvénients des anticorps bispécifiques, c'est que c'est des traitements qu'on donne jusqu'à progression. C'est-à-dire qu'on reste dans le dogme du traitement du myélome, ou quand on commence un traitement en rechute, c'est un traitement qu'on poursuit jusqu'à mauvaise tolérance ou progression. Et donc, par définition, un patient qui est sous anticorps bispécifiques et qui progresse sous traitement, donc est de fait résistant à une stratégie qui cible le BCMA, qui est la cible aujourd'hui des CAR-T-cells et des bispécifiques. Et donc, dans ce contexte, aller faire un CAR-T-cell qui cible la même molécule BCMA, c'est vrai que conceptuellement, c'est difficile. Et les quelques données qu'on a des études publiées, c'est que quand on fait des CAR-T-cells chez un patient qui rechute sous anticorps bispécifiques anti-BCMA, les résultats ne sont pas très bons. Alors, il n'y a pas eu de grosses études, mais les données ne sont pas très bonnes. À l'inverse, quand on fait des CAR-T-cells et que le patient répond bien, et comme l'a dit Cyril, on voit des patients qui ont une fenêtre sans traitement prolongée. C'est tout l'avantage des CAR-T-cells. Si les patients rechutent suffisamment loin des CAR-T-cells, là, pour le coup, on commence à avoir des données, et puis notre expérience de prise en charge au quotidien, qu'il y a des bonnes réponses avec les anticorps bispécifiques anti-BCMA parce qu'on est loin des CAR-T-cells. Donc après, toute la question, c'est combien de temps après les CAR-T-cells on peut estimer que c'est logique d'aller refaire un traitement anti-BCMA par des anticorps bispécifiques. Les quelques données de vie réelle qui sont publiées, là notamment le registre Descartes dont parlait Cyril, laisse penser qu'un patient qui rechute moins de 6 mois après les CAR-T-cells, il y a peu de chances que les anticorps bispécifiques anti-BCMA, donc toujours cette cible BCMA, soient efficaces. C'est complètement différent le jour où on aura accès à des traitements qui ciblent une autre molécule, notamment le GPRC5D. Et là, probablement que quand on aura accès à des anticorps bispécifiques ou des CAR-T-cells qui cibleront ce GPRC5D, on pourra passer
d'une stratégie bispécifique ou CAR-T qui cible BCMA, une stratégie CAR-T ou bispécifique qui cible GPRC5D. Ça sera beaucoup plus, on aura beaucoup plus de liberté. Donc c'est vrai que spontanément, on se dit que c'est probablement plus logique de faire les CAR-T-cells d'abord, puis les anticorps bispécifiques, mais ça, c'est la théorie. Et même si Cyril l'a dit, on fait de plus en plus de traitements par CAR-T-cell. Karine l'a bien précisé, c'est quand même très complexe de faire des CAR-T-cells et c'est réservé à quelques centres, hein. Je crois qu'il y a une vingtaine ou une trentaine de centres en France qui font des CAR-T-cells. Et même si le nombre de patients traités aujourd'hui par CAR-T-cell est bien plus important qu'au début, je crois que la capacité de production des CAR-T-cells et de réinjection en France, c'est à peu près 50 à 60 patients par mois. Or, il y a beaucoup plus de patients qui sont éligibles à des stratégies anti-BCMA et le nombre de patients traités par anticorps bispécifiques anti-BCMA est bien plus important que le nombre de patients traités par CAR-T-cell. Et c'est pas non plus une perte de chance parce qu'évidemment, il y a la théorie de dire CAR-T-cell d'abord, puis des bispécifiques, mais dans certaines situations, on n'a pas le temps d'attendre les CAR-T-cell. Cyril l'a dit, une maladie qui est très agressive, on n'a pas ce temps d'attente possible et donc il faut traiter vite. Chez certains patients fragiles, les bispécifiques sont plus faciles à manier. Donc, il y a certains patients qui ne sont pas éligibles au CAR-T-cell et qui peuvent bénéficier des bispécifiques. Et les bispécifiques restent quand même un traitement très efficace, qui est contraignant, plus contraignant que les CAR-T-cell parce que c'est, même s'il y a la phase de 3 semaines d'hospitalisation des CAR-T-cell, les bispécifiques, après, c'est jusqu'à progression. Mais on arrive de plus en plus à alléger un peu le traitement, à faire des injections tous les 15 jours au lieu de toutes les semaines, voire tous les mois. Et si un patient reçoit des bispécifiques, c'est pas une perte de chance par rapport au CAR-T-cell, ça reste un traitement très efficace et ce qu'on espère, c'est que la réponse va être suffisamment longue pour permettre aux patients d'attendre l'arrivée de nouvelles stratégies qui ciblent, par exemple, GPRC5D. Donc voilà, il y a la théorie qui dit, pourquoi pas CAR-T d'abord, mais dans la vraie vie, c'est déjà une chance énorme de pouvoir avoir ces stratégies. Il y a quelques années, on les avait pas et on voit bien le bénéfice chez des patients chez qui on était en impasse thérapeutique d'avoir ces stratégies aujourd'hui. Et là, c'est juste, pour présenter le fonctionnement des anticorps bispécifiques, hein, c'est beaucoup plus «simple» entre guillemets, hein. C'est un anticorps qui cible 2 molécules. D'un côté, le BCMA, sur la cellule tumorale et de l'autre côté, ce qu'on appelle le CD3, marqueur des lymphocytes T. Et donc c'est un anticorps qui met en contact les cellules tueuses du système immunitaire et les cellules à tuer du myélome. Et l'avantage de ce traitement-là, c'est qu'il peut être prescrit très vite, puisqu'il n'est pas produit pour un patient donné, il est produit industriellement et donc on a à disposition le produit à la pharmacie, on peut le prescrire quasiment du jour au lendemain. L'inconvénient, c'est que sa durée de vie est courte et qu'il ne va pas durer dans le temps dans le sang des patients, donc il faut le réinjecter pour maintenir la pression thérapeutique. Mais ça reste des traitements très, très efficaces et comme je l'évoquais tout à l'heure, il y a différentes cibles. Aujourd'hui, ceux qui sont disponibles, c'est 2 médicaments, le teclistamab et le ranatamab qui ciblent le BCMA comme les CAR-T qui sont disponibles. Mais à l'avenir, on sait qu'il y a le talquetamab qui, on l'espère, arrivera en routine bientôt, qui cible le GPRC5D, qui est une autre cible sur les cellules tumorales. Et donc la stratégie, pour revenir à votre question, aujourd'hui, comme on cible que BCMA, elle est parfois un peu complexe parce que c'est soit l'un soit l'autre et parfois, une fois qu'on a mis l'un, on ne peut pas mettre l'autre. Par contre, quand on aura les stratégies anti-GPRC5D, on aura encore plus de stratégies possibles et on sera beaucoup plus à l'aise pour alterner et faire des séquences thérapeutiques. Et donc, par rapport, il y a pas mal de questions dans le chat, je vois, sur des anticorps trispécifiques. Donc, effectivement, il y a beaucoup de développement. Enfin, il faut voir qu'aujourd'hui, c'est un champ où il y a d'énormes développements de nouvelles stratégies thérapeutiques. Et comme l'ont très bien dit et Cyril et Olivier, vous avez plusieurs cibles possibles sur les cellules tumorales. Et ces cibles, malheureusement, parfois, on peut ne pas avoir l'expression de l'une de ces cibles ou elle peut être perdue comme un mécanisme d'échappement au CAR-T-cell parce qu'on a utilisé des CAR-T anti-BCMA. Et bien, par contre, si on a des anticorps qui ciblent 2 cibles sur les cellules tumorales, on parle d'anticorps bispécifiques, mais le terme générique, c'est T-cell engager, c'est-à-dire des molécules qui vont activer les T. Et on peut les engager contre une cible, par exemple BCMA ou GPRC5D, mais on peut aussi les engager contre 2 cibles, par exemple ces 2 molécules-là. Et là, on va augmenter à la fois la spécificité pour la cible et l'efficacité, puisque même si on a perdu une de ces 2 molécules, on va toujours être capable de répondre. Donc il y a aujourd'hui un champ extrêmement foisonnant de nouvelles stratégies qui vont permettre, on est à l'avenir, d'avoir encore des nouvelles opportunités pour les patients qui deviendraient résistants à ces stratégies thérapeutiques. Merci beaucoup tous les deux, tous les trois d'ailleurs, pour ces explications sur ces nouvelles
thérapies, les stratégies innovantes. Et donc, GPRC5D, on trouve déjà sur le marché où il y a déjà des essais cliniques? Oui, oui. La difficulté, donc effectivement, on a participé beaucoup d'ailleurs en France à des essais cliniques avec les anticorps bispécifiques anti-GPRC5D. Malheureusement, ils ne sont pas pour le moment accessibles en France dans le soin courant pour des raisons qui seraient longues à débattre là, mais la commission de transparence de la Haute Autorité de Santé n'a pas attribué une bonne note, si je puis dire, une bonne amélioration du service médical rendu au talquetamab. Et donc, on ne peut pas l'utiliser, le prescrire maintenant en France. Et donc, c'est un peu dommage parce c'est vrai que c'est des patients dont la maladie revient après les CAR-T, après les anticorps bispécifiques disponibles. C'est un traitement qui marche bien, alors qui a ses propres effets secondaires que certains ont peut-être rencontrés. C'est une cible un peu particulière, GPRC5D, qui est exprimée par les plasmocytes, tant mieux, c'est ce qu'on veut, mais aussi par la peau, les muqueuses, et les patients ont des problèmes de goût, parfois d'éruptions cutanées, les ongles abîmés, donc ce n'est pas un médicament parfait, mais c'est vrai qu'il marche très bien. On aimerait pouvoir l'éviter. Pour le moment, on aimerait pouvoir l'utiliser, pardon. Ce qu'on ne peut pas faire pour le moment en France, j'espère que ça viendra dans les prochains mois, peut-être années, mais donc pour le moment, on n'a pas accès aux anticorps bispécifiques anti-GPRC5D en dehors d'essais cliniques. Merci beaucoup. Audrey, est-ce que tu as quelques questions sous le coude à poser à nos professeurs? J'en ai plein. Notamment sur les CAR-T. Est-ce que quand on a déjà eu les CAR-T, est-ce qu'on peut le réavoir ou est-ce que c'est uniquement un one-shot? Je peux peut-être juste répondre parce que les questions s'étaient posées. Pour le moment, non, ça ne marche pas bien de réinjecter le même CAR-T. Et ça avait été proposé dans un essai clinique qui a permis d'avoir accès à Abecma, notre seul CAR-T disponible en France actuellement. Et la réinjection du même CAR-T chez un patient chez qui ça avait bien marché, les CAR-T ne se réexpandaient pas bien, ne se multipliaient pas bien au contact de la maladie. Peut-être certains patients avaient développé des anticorps dirigés contre le CAR-T. Bon, donc c'est vrai que pour le moment, on ne réinjecte pas le même CAR-T. Mais on a des essais cliniques avec un CAR-T ciblant une autre cible, GPRC5D. Il y a des essais en cours actuellement et les résultats chez quelques patients sont assez prometteurs de réinjecter un CAR GPRC5D après un CAR anti-BCMA. Donc peut-être qu'à l'avenir, on pourra faire un deuxième fois un CAR-T-cell, mais pour le moment, ce n'est pas notre quotidien. Et puis, je reviens sur la disponibilité des CAR-T-cells, même si on arrive à en faire beaucoup plus qu'à une époque, ça reste un traitement compliqué à mettre en œuvre. Et donc, c'est vrai que tant qu'on n'a pas de preuve de l'efficacité de refaire le même CAR-T-cell, il faut, je pense, qu'on le réserve à des patients qui n'en ont jamais reçu. Quand on aura accès beaucoup plus facilement, qu'on aura des données pour dire oui, ça vaut le coup et c'est utile de refaire chez un patient, je pense qu'on pourra le faire. Mais aujourd'hui, il faut qu'on ait des données, d'autant plus que, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, on peut contrôler la maladie avec les anticorps bispécifiques chez un patient qui a eu des CAR-T-cell auparavant. Donc, il y a cette possibilité de prescrire du talquetamab ou du teclistamab, de l'elranatamab chez un patient qui rechute après les CAR-T, et ça fonctionne plutôt bien chez la majorité des patients, si tant est que la rechute ne survient pas trop proche des CAR-T-cells. Professeur Touzeau, quand vous avez pris la parole un peu plus tôt pendant la webconférence, vous avez parlé des traitements d'attente. Est-ce que vous pouvez nous détailler ça plus? Oui, alors il y a plusieurs possibilités. En fait, le traitement d'attente, c'est en pratique, on suit un patient, la maladie remonte, et donc on se dit la meilleure solution, c'est peut-être traitement par CAR-T. Le temps qu'on organise le recueil de cellules souches, le temps que des lymphocytes, le temps que les lymphocytes reviennent sous forme de CAR-T, il va se passer 2-3 mois en pratique. Comme la maladie est en train de remonter, ne rien faire, je le disais tout à l'heure, c'est
c'est pas bien, ou il peut y avoir des cas particuliers où la maladie vraiment n'augmente pas beaucoup, bon, pourquoi pas, mais en gros, il faut qu'on trouve un traitement qui va durer pas très longtemps, 1 mois, 2 mois, pour contenir et si possible faire baisser la maladie avant le traitement par Carticel. Et donc là, il n'y a pas de règle. On regarde qu'est-ce que le patient a déjà reçu, ce qu'il n'a pas reçu. Idéalement, on va utiliser un traitement que le patient n'a pas reçu encore et on va piocher dans nos familles d'anticorps anti-CD38, donc de DARA, d'isatuximab, de Velcade, de Carfil, de POMA, en essayant si possible d'utiliser des médicaments contre lesquels la maladie n'est pas résistante. Et donc voilà, donc il y a beaucoup d'options possibles. Et donc voilà. Je me permets juste de rebondir sur ce qu'a dit Cyril à son lapsus sur l'autogreffe, les cellules souches, parce qu'il y a beaucoup de patients, quand on leur parle des carticelles, on leur présente la procédure avec un passage à l'EFS pour récupérer les cellules du sang circulant et ensuite une hospitalisation, qui ont l'impression que c'est une autogreffe, parce qu'on a beau leur dire c'est très différent, le fait d'aller à l'EFS pour un recueil, pour faire une cytaphérèse et d'ensuite être hospitalisé, et certains patients ont très très peur, clairement c'est des procédures très différentes, hein. D'abord, on récupère des cellules qui sont dans le sang circulant, donc il n'y a pas cette procédure un peu lourde de faire des injections dans le ventre pour stimuler la moelle et que les cellules souches sortent. C'est une période qui n'est pas très agréable pour les patients. Et ensuite, la tolérance immédiate des carticelles est bien meilleure que celle de l'autogreffe. Donc c'est vraiment, même si ça y ressemble parce que il y a le recueil et qu'ensuite il y a l'hospitalisation, c'est vraiment très très différent. Et je tiens à rassurer les patients qui sont parfois très très inquiets de cette similitude dans le programme, alors qu'encore une fois, c'est complètement différent. Voilà, donc là, je vois apparaître quelques questions. Donc, les CAR-T, effectivement, ne sont pas proposés actuellement en première ou seconde ligne de traitement, puisque ce sont des traitements, comme vous l'avez dit, les patients répondent déjà à des traitements plus anciens et pour autant très, très efficaces. Vous gardez ces CAR-T et les bispécifiques sous le coude pour les rechutes, comme vous l'avez dit, donc troisième ligne de traitement. En pratique, donc aujourd'hui à Beckman, on peut le proposer après 2 lignes de traitement, c'est-à-dire dès la 3e ligne, si les patients ont reçu déjà les 3 classes, là, inhibiteur protéasome, IMID, anti-CD38. On le prescrit comme ça parce que c'est actuellement les autorisations mises sur le marché en France et dans beaucoup de pays du monde. Le prescripteur prescrit en fonction d'un cadre réglementaire qui dépend, lui, des essais cliniques qui ont démontré que le nouveau médicament, la nouvelle stratégie était supérieure au traitement classique dans une indication bien particulière. Aujourd'hui, il y a des essais en cours qui comparent par exemple CAR-T à autogreffe et si dans l'avenir ces études montrent que CAR-T c'est mieux qu'autogreffe, eh bien peut-être qu'il y aura une autorisation de mise sur le marché, peut-être qu'on prescrira dans 3-5 ans les CAR-T dès le départ en remplacement de l'autogreffe. Notre groupe français, l'IFM, va débuter au mois de juin là, un essai clinique qui va comparer autogreffe avec un schéma assez court d'anticorps bispécifiques. Si cet essai est positif et que les anticorps bispécifiques, c'est mieux que l'autogreffe en première ligne, peut-être que dans 3, 4, 5, 6 ans, eh ben, on ne fera plus d'autogreffe et on pourra faire à la place anticorps bispécifiques. Et c'est comme ça que ça s'est passé avec le daratumumab, qu'au départ, on utilisait après la 3e ligne et que maintenant, quand on découvre un myélome, eh bien, tous les patients ont du daratumumab parce que le médicament a démontré sa supériorité. Et donc, voilà, c'est vrai qu'on prescrit parce qu'on est un peu contraint dans un cadre réglementaire et c'est comme ça que les choses fonctionnent et c'est bien comme ça. Et les essais cliniques sont là pour faire avancer les choses et si possible, faire remonter les lignes thérapeutiques aux nouveaux médicaments si leur bénéfice est conforté, confirmé. Et j'insiste là-dessus, mais c'est vraiment important. C'est vrai que ces stratégies qu'on appelle innovantes sont très efficaces, mais on dit plus que le daratumumab est innovant, mais il y a 10 ans, c'était une grosse innovation qu'on a attendue et quand on a enfin pu le prescrire en première ligne, ça a été vraiment une grande chance pour nous et pour nos patients parce que ça a vraiment transformé le pronostic du traitement de première ligne et c'est pas si vieux que ça. On a commencé à le prescrire en première ligne en 2021, donc le daratumumab reste un traitement innovant
et qui est plutôt bien toléré. Après, ce que dit Cyril, c'est qu'on avance en recherche et au-delà de l'efficacité, il faut aussi qu'on voit la tolérance. C'est-à-dire que si un traitement est très efficace mais qu'il est très mal toléré en première ligne, avec plein d'effets secondaires, notamment infectieux, la question du bénéfice de ce traitement là en première ligne, il se pose vraiment. Si derrière, on se rend compte qu'après une première ligne efficace, les deuxième lignes, troisième lignes sont moins bonnes parce que le premier traitement était très efficace, mais finalement obère la capacité de faire une deuxième ou une troisième ligne. On doit regarder tout ça aussi. C'est pour ça que ça prend du temps et c'est pour ça que même si un essai débute, il faut du temps pour avoir les résultats, du temps pour que ça arrive dans la pratique. Et donc, on doit regarder tout ça. Et j'insiste bien sur le fait qu'aujourd'hui, pour un patient qui n'a pas de CAR-T ou de BICIPA en première ligne, ça n'est pas une perte de chance aujourd'hui parce que les traitements de première ligne restent très efficaces et plutôt bien tolérés. On a vraiment fait d'énormes progrès avec notamment l'arrivée des anti-CD38. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, parce qu'il y a de très très nombreuses personnes qui étaient inscrites, plus de 500 inscrits pour cette webconférence. Je vois là la dernière question, l'insuffisance rénale. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le rapport entre le myélome et l'insuffisance rénale? Alors, l'insuffisance rénale peut être une complication du myélome. C'est une complication qui malheureusement touche certains patients et les conduit parfois à la dialyse. Le myélome, c'est donc cette maladie où un plasmocyte, une cellule productrice d'anticorps, devient tumorale et cancéreuse dans la moelle. Et quand elle devient cancéreuse, elle produit un excès d'anticorps qu'on voit le plus souvent sous la forme d'un pic à l'électrophorèse. Ça, vous avez dû voir ça lors de la première webconf. Et parfois, dans un grand nombre de cas, en plus de l'anticorps complet, il y a un excès de ce qu'on appelle des chaînes légères. Un anticorps, c'est 2 chaînes lourdes et 2 chaînes légères. Donc, c'est 4 briques qui forment une grosse molécule qu'on appelle un anticorps. Et dans ces 4 briques, il y a 2 grosses briques qu'on appelle des chaînes lourdes et 2 petites briques qu'on appelle des chaînes légères. Et donc, le myélome, dans un certain nombre de cas, peut être capable de fabriquer un excès de petites briques qu'on appelle des chaînes légères. Et ces chaînes légères, elles sont tellement petites qu'elles passent dans les urines. Normalement, les grosses protéines ne passent pas dans les urines. Elles sont bloquées, le filtre des reins les empêche de sortir du sang et quand il y a des petites molécules comme les chaînes légères, elles passent le filtre des reins et passent dans les urines et quand il y a beaucoup de chaînes légères dans les urines, ça peut bloquer les tuyaux des reins et donner ce qu'on appelle une insuffisance rénale aiguë par tubulopathie myélomateuse. C'est des chaînes légères qui précipitent et qui cristallisent comme des grains de sable dans un tuyau. Quand, un gamin joue sur la plage, il y a beaucoup de grains de sable, ça va boucher les tuyaux, là, ça fait pareil et donc on peut avoir des cas d'insuffisance rénale révélatrices d'une progression du myélome. Ça, c'est une chose. Le plus souvent, quand on traite correctement le myélome et qu'on est à temps, parce que le but, c'est aussi un diagnostic précoce, avec la chimiothérapie, on stoppe la production des chaînes légères et les reins récupèrent petit à petit. On a des patients qui récupèrent complètement une fonctionnelle normale. Donc voilà, le myélome peut se compliquer d'atteinte rénale. Après, il y a autre chose, c'est qu'un patient, même s'il n'a pas d'atteinte rénale de son myélome, peut avoir une insuffisance rénale pour d'autres raisons. Beaucoup de patients avec l'âge ont des vaisseaux qui fonctionnent un peu moins bien, le rein est moins bien irrigué. On peut avoir aussi des patients qui sont diabétiques avec des complications rénales du diabète et donc aussi l'hypertension peut être toxique pour les reins. Donc on peut se retrouver avec des patients qui, en plus du myélome, ont une insuffisance rénale chronique qui est d'une autre origine. Et une des questions, donc bien sûr, notre question, c'est de savoir si l'insuffisance rénale est liée au myélome ou pas. Donc ça, on va faire les prises de sang, les analyses d'urine pour regarder. Mais après, par contre, quand les reins ne fonctionnent pas à 100%, un certain nombre de médicaments sont éliminés par les reins et donc il y a des risques de surdosage et donc d'augmentation de toxicité quand on prescrit ces traitements-là, chez des patients qui sont insuffisants rénaux et donc on se doit d'adapter les doses des traitements et comme le disait Cyril, c'est vrai quand il y a une insuffisance rénale importante, le traitement par carticelle est un peu plus compliqué parce qu'il y a plus de risques de toxicité, notamment de ce qu'on appelle la lymphodéplétion, donc la fludarabine et l'endoxan, et on est parfois obligé soit de baisser les doses, soit passer à une autre lymphodéplétion. Et c'est vrai qu'en cas d'insuffisance rénale très importante, et surtout chez les patients dialysés, on peut être amené à contre-indiquer les carticelles dans la majorité des cas. Donc le myélome peut se compliquer d'insuffisance rénale, mais on peut aussi être confronté à des patients qui ont en plus de leur myélome une insuffisance rénale d'une autre origine, parfois séquelaire d'une atteinte liée au myélome. Et donc, ça va parfois nous inciter à modifier, à adapter le traitement parce que, encore une fois, l'insuffisance rénale, le rein élimine beaucoup de médicaments sont éliminés par les reins et donc on peut avoir des nécessités d'adapter les doses. Et les alkylants tels que Endoxan, par exemple, là c'est pareil, je suppose qu'en cas c'est la question d'ailleurs, en cas d'insuffisance rénale, c'est les alkylants, je suppose que c'est compliqué
Alors, donner? Non? on peut le faire, mais il faut baisser les doses en fonction de la fonction anale. On a des recommandations en fonction de ce qu'on appelle la clairance de la créatinine, qui évalue la quantité de sang, le volume de sang est purifié par les reins chaque minute. On a en fonction de ça, on adapte les doses. L'endoxan, oui, on adapte les doses chez les patients qui ont des insuffisances rénales très sévères. Audrey, est-ce que tu as des questions pour nos professeurs? Alors, ils répondent à une vitesse et en même temps, je fais l'assistance à droite à gauche. Donc, je reprends tranquillement les questions. Parce qu'il y a pas mal de questions sur l'efficacité des carticelles. Est-ce que c'est seulement 2 ans? Et je vois qu'il y a une personne dans le chat ça fait 3 ans que ça a fonctionné. Je ne sais pas s'il y a un résultat d'étude qui a été faite. Bah, comme l'a dit Cyril tout à l'heure, avec la BECMA, celui qu'on utilise aujourd'hui, l'efficacité des carticelles en médiane, c'est à peu près entre 1 et 2 ans en fonction. Chez les patients qui sont très très bons répondeurs, ça va jusqu'à 2 ans. Chez les patients qui répondent un peu moins, c'est 1 an. Maintenant, on commence, en tout cas dans la vraie vie en France, ça fait 3 à 4 ans à peu près qu'on a commencé à traiter les patients par carticelle et on commence à avoir des patients très bons répondeurs. Moi, ce matin, j'ai vu un patient, ça fait 3 ans effectivement, il est toujours en très bonne réponse. La difficulté, c'est qu'aujourd'hui, on ne sait pas trop identifier ces patients au début. Donc, en fait, quand on commence un traitement par carticelle, alors ce qu'on sait, c'est qu'une maladie qui n'est pas bien contrôlée, qui est très agressive au moment où on fait les carticelles, c'est moins bon et que, comme l'a très bien dit Cyril, on aime bien que la maladie soit contrôlée avant. Mais on ne peut pas prédire. Donc, on voit des patients qui répondent très longtemps. Malheureusement, il y a toujours des patients qui répondent pas très longtemps. Et même si 70% des patients répondent, il y a des patients qui ne répondent pas aux carticelles. On espère beaucoup avec les nouvelles générations de carticelles qui vont arriver, à avoir des durées de réponse encore plus prolongées. Mais pour l'instant, on n'a pas accès à ces traitements-là, à ces nouveaux carticelles. Mais chaque patient est différent et de la même façon, quand on prescrit du daratumab, quand on prescrit du carfilzomib, quand on prescrit du pomalidomide, les statistiques disent que la médiane de réponse, c'est tant de temps. Alors, je ne vais pas donner les chiffres pour chacun, mais il y a malheureusement toujours des patients qui vont moins bien répondre et d'autres, au contraire, qui vont être des très, très bons répondeurs. Donc chaque patient a son histoire et on s'adapte vraiment à la situation de chacun. Et vous appelez quoi une bonne réponse? Alors ce qu'on appelle une bonne réponse, c'est idéalement une rémission complète, c'est-à-dire une disparition complète du pic, une disparition des chaînes légères. Et quand on va jusqu'à faire un TEP scanner, c'est une disparition des images de TEP scanner. Après, plus la réponse est profonde, mieux c'est. C'est-à-dire quand le pic disparaît complètement, quand il n'y a plus de chaîne légère, quand il n'y a plus d'anomalie au TEP et qu'on pousse même jusqu'à faire un myélogramme qui a plus de cellules normales dans la moelle, c'est une très bonne réponse et c'est mieux. Pour autant, l'essentiel, c'est qu'il y ait une réponse. Si le pic diminue, ce qu'on veut, c'est que le pic diminue et que les complications de la maladie soient contrôlées, qu'il n'y ait plus d'anémie, qu'il n'y ait plus idéalement de douleur osseuse, qu'il n'y ait plus d'insuffisance rénale quand il y en a. Mais ce qu'on appelle une bonne réponse, déjà quand il y a une réponse, c'est bien, donc c'est diminution du pic et des chaînes légères. Et les très bonnes réponses, c'est quand tout disparaît dans le sang. Est-ce que l'âge a quelque chose à voir avec ces traitements? C'est-à-dire, plus on est jeune, mieux on répond, ou ça n'a rien à voir du tout? Je te laisse répondre, Cyril. Oui, non, pour le moment, il n'y a pas de lien entre l'âge et la réponse. On aurait pu imaginer que parfois, avec l'âge, le système immunitaire peut se modifier et Karine peut peut-être commenter, mais pour le moment, en tout cas, on commence à avoir beaucoup de données vie réelles parce que dans les essais cliniques, il y a parfois peu de patients très âgés, etc. On a maintenant des séries importantes de patients de plus de 75 et même plus de 80 ans. Je ne dis pas que plus de 75, c'est très âgé. Notamment dans une étude avec des bispécifiques françaises de vie réelle, les patients au-delà de 75 ans, l'efficacité est similaire. Et donc après, c'est normal, quand on est plus âgé, on a parfois plus de fragilité. Les effets secondaires peuvent être parfois source de plus d'embêtement, mais l'efficacité semble tout à fait comparable en fait. Et j'ai eu la question plusieurs fois dans le chat. Est-ce que maintenant on peut parler d'une guérison totale au niveau du myélome ou toujours pas? On reste toujours très timide. Pour le moment, on n'a pas de données nous montrant qu'on guérit le myélome, mais on est quand même vraiment... Là, un essai assez récent qui s'appelle l'étude Perseus, il n'y a pas encore de CAR-T ou de bispécifique, c'était
daratumumab, Velcade, Revlimid, dexamethasone, autogreffe, puis la consolidation, puis la maintenance. On estime que la durée moyenne d'efficacité sera de plus de 12 ans. Donc, ce qui veut dire que plus de la moitié des patients, la maladie ne sera pas revenue après plus de 12 ans du traitement. Est-ce que certains patients rechuteront lorsqu'on a une maladie qui reste indétectable 12, 13, 14 ans et ça va être plus de la moitié des patients? Oui, ça interroge. Ou en tout cas, si rechute très, très, très tardive, il y aura, enfin, je veux dire, au vu des armes disponibles pour avoir de nouveau une très bonne efficacité, une deuxième fois, une troisième fois, vraiment, je pense que le pronostic a été transformé. Je pense qu'il faut rester prudent et timide pour parler de guérison, même si, enfin voilà, quand on a des patients, et on n'en suit pas beaucoup parce que c'est par définition des traitements qui ont eu lieu il y a 10 ans et donc différents d'aujourd'hui, mais c'est vrai que moi j'ai quelques patients, ça fait 12 ans, 13 ans, même avec des traitements sans d'arrêt, etc., avec toujours aucune récidive, ça interroge quand même. Et je pense que ces patients avec des rémissions de plus de 10 ans, 15 ans, vont être de plus en plus nombreux. Est-ce qu'avec le recul, on parlera de guérison dans X années? Je ne sais pas, prudence, mais c'est vrai qu'on a de plus en plus de patients dont la maladie n'est pas revenue depuis 10 ans, plus de 10 ans maintenant. Ouais, je partage tout à fait ce que tu dis. Après, la difficulté du terme guérison, c'est qu'on guérit de l'appendicite, le chirurgien il vous revoit, il vous dit je vous revois plus. Nous, dans le myélome, même si on sait qu'il y a des patients qui vont avoir une réponse très prolongée, de là à dire vous êtes guéri, je vous revois plus, on n'est pas capable de le faire. Donc on continue à suivre les patients mais c'est pas parce qu'on continue à suivre les patients qu'il n'y a pas de rémission prolongée. L'essentiel, c'est ces rémissions prolongées, c'est ça qui compte. Et le fait de dire c'est une maladie incurable fait toujours très peur, mais on a, comme l'a dit Cyril, des rémissions très très prolongées de plus en plus. Et c'est ça qui est le plus important. De là à ce que les hématologues vous disent je ne revois plus, je crois qu'on n'a pas franchi ce pas parce que on continue à vous suivre parce que c'est important qu'il y ait ce suivi pour, si un jour il y a une rechute, même si elle est tardive, qu'on puisse dégainer le traitement le plus vite possible et surtout le traitement le plus adapté à votre situation. Audrey, nous nous acheminons tout doucement, mais sûrement vers la fin de cette webconférence, encore une fois, absolument passionnante. Nous avons un rendez-vous. Audrey, tu peux me rappeler, c'est le 26, je crois. Oui, le jeudi 26 de 18h à 19h avec Karen et Sophie. Donc, on revoit Sophie à ce moment-là pour nous parler de comment parler de la maladie à son entourage et ou à ses enfants. Donc là, vous avez déjà l'invitation dans le chat, sachant, je le précise tout de suite, que c'est la dernière webconférence du cycle, puisque vous avez eu 6 webconférences, donc là, on est à la 5e, donc ça sera vraiment la dernière avant les vacances d'été finalement. Voilà. Eh bien, je vous remercie encore une fois de vous montrer aussi disponible pour nous expliquer toutes ces nouveautés, pour nous faire partager ce qui va se passer ce qui se passe d'ailleurs actuellement et dans le futur pour les malades du myélome multiple. Ça donne quand même une grosse bouffée d'oxygène et ça nous permet aussi, certainement pour beaucoup, de voir l'avenir un peu plus sereinement avec toutes ces nouvelles molécules qui sortent. Voilà. Eh bien, écoutez, merci encore à tous les trois. Audrey, merci beaucoup pour ton assistance. Et puis, nous nous revoyons le 26 juin. À très bientôt. Au revoir. Au revoir, bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée. À bientôt.